Bonjour à tous. Je vous remercie d'être aujourd'hui présents pour assister à ce qui constitue un événement majeur dans notre vie communale. La municipalité de Verson a souhaité dédier 2 journées pour commémorer la disparition du chantre de la négritude et de la normandité, Léopold Sédar Senghor. Dans sa résidence du 150 de la rue du Général Leclerc, Léopold Sédar Senghor rend l'âme le 20 décembre 2001. S'il ne vit plus aujourd'hui à Verson, son esprit veille sur nous. Dans les années suivantes, Madame Senghor imagine un projet ambitieux. Elle souhaite qu'au-delà de sa propre mort, la commune puisse perpétuer les valeurs senghoriennes. Ainsi, en 2005, elle lègue la maison et son parc à la ville de Verson. Quand Madame Senghor décède, en novembre 2019, la commune devient légataire particulier de cette partie de l'héritage familial. Elle exprime ainsi ses volontés. Que cet ensemble soit transformé en une maison du poète, à la mémoire et à l'œuvre de mon époux. Léopold Sédar Senghor, à travers la conservation, la préservation, la valorisation et la diffusion de ce patrimoine versonnais. Que cette maison du poète soit un lieu vivant, accessible au public. Un prochain conseil municipal devrait délibérer pour accepter ce legs. Ainsi pourrons-nous imaginer et aménager à Verson un lieu dédié à Léopold Sédar Senghor et à la transmission des valeurs d'universalisme du poète président. Pour commémorer ce 20 décembre 2001, les planètes se sont alignées dans le ciel de notre petite ville, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un jeune auteur sénégalais talentueux, lauréat 2021 du prix Goncourt. Monsieur Bougassar, je vous salue et je vous remercie de votre présence parmi nous. Soyez le bienvenu à Verson, la seconde patrie de Léopold Sédar Senghor. Depuis l'inauguration de l'espace Senghor en 1995 par Léopold Sédar Senghor lui-même, notre petite ville a accueilli pas moins de 78 auteurs francophones. Mohamed, vous êtes donc le 79e écrivain à nous faire l'honneur d'assister à l'une de ces rencontres dont le but est de participer au rayonnement de la littérature francophone en métropole. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. À l'issue de cette rencontre, mesdames et messieurs, vous pourrez faire dédicacer les livres achetés à nos libraires de la page qui tourne, librairie, librairie qui a ouvert ses portes à Verson au mois de juillet pour notre plus grand plaisir. J'aimerais aussi saluer ce soir l'incroyable flair de Mathilde, notre directrice des affaires culturelles, qui, lorsque nous avons décidé d'inviter Mohamed Bougassar, s'est écrié « Écoutez, Madame Perrier, il est jeune, sénégalais, talentueux. Il est en lice pour la majorité des prix littéraires de la rentrée. Avec un peu de chance, il va bien nous décrocher quelque chose. » En tant que modeste adjointe à la culture, je me garderai bien d'évoquer devant vous la plus secrète mémoire des hommes, prix Goncourt 2021, quand des esprits brillants comme François Bunel ou Augustin Trapenard s'en sont chargés précédemment. Il me semble judicieux de vous en lire un extrait qui m'a particulièrement marqué par sa justesse. Un de ces extraits dont on se dit, voilà, c'est exactement ce que je ressens, mais je ne trouvais pas les mots pour l'exprimer. Ces mots, ce sont ceux qu'adresse Moussimbois à son ami Thierry Faye, l'un des narrateurs du roman qui, comme lui, est écrivain. C'est vrai, Faye, c'est vrai. Passer nos soirées à parler de livres, à discuter du milieu littéraire et de sa petite comédie humaine peut paraître suspect, malsain, ennuyeux, voire triste. Mais si les écrivains ne parlent pas de littérature, je veux dire, s'ils n'en parlent pas de l'intérieur, en praticien, en hanté et en habité, en amoureux, en fou, en folle furieuse, ceux et celles pour qui elle signifie l'essentiel, même si l'essentiel se déguise parfois en anecdote ou en futilité, qui le fera? C'est peut-être une idée insupportable, dégueulasse et bourgeoise, mais il faut l'accepter. C'est ça notre vie.
Essayer de faire de la littérature, oui, mais aussi en parler, car en parler est aussi la maintenir en vie. Et tant qu'elle sera en vie, la nôtre, même inutile, même tragiquement comique et insignifiante, ne sera pas tout à fait perdue. Il faut faire comme si la littérature était la chose la plus importante sur Terre. Il se pourrait parfois, rarement mais tout de même, que ce soit le cas, et que certains doivent en attester. Nous sommes ces témoins, Faye. Voilà, je vous laisse avec nos 2 témoins de ce soir. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir cette salle pour des rencontres Latitude. D'habitude, nous sommes à l'espace Sangor, nous sommes beaucoup moins nombreux. Lorsque nous étions 30, on était très, très contents. 50, on criait presque au succès. Et au-delà, on était en quasi-lévitation. Donc vraiment, ce soir, on est au-delà. Aux chiffres qui ont été donnés, j'en ajouterai quelques-uns. On peut pratiquement dire qu'en 25 ans, à l'espace Sangor, il y a eu un tour du monde de la francophonie en 80 auteurs. 80 auteurs qui sont venus de 40 pays. De France, bien sûr, de la francophonie traditionnelle, mais aussi de pays beaucoup plus lointains et pour lesquels la langue française n'était pas une évidence. Je pense à l'Afghanistan, je pense à la Syrie, je pense à la Bosnie, je pense à la Pologne, je pense à l'Iran, au Japon, à la Corée. Tous ces pays ont été représentés par un ou parfois plusieurs auteurs qui sont venus à l'espace Sangor, et ce depuis 25 ans. Bien, je pense pas beaucoup de lieux dans le monde déjà où il y a un espace qui a été inauguré de son vivant par un écrivain. J'ai cherché, en France, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Écrivains, j'entends. Et je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait eu beaucoup de lieux dans le monde où il y a eu autant d'écrivains du monde qui se soient succédés en 25 ans. Donc c'était aussi une manière de rendre hommage à ceux qui ont travaillé dans ce domaine à l'espace Sangor et à Verson. Mohamed, bonsoir. Alors, en 2 mots pour vous présenter, puis après on va vraiment discuter ensemble de votre travail. Vous êtes né en 1990 au Sénégal. Vous avez fait une formation assez étonnante, puisque vous êtes passé par le Prytanée militaire au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal, dans le nord du Sénégal. Et puis ensuite, vous êtes venu en France, les classes préparatoires, l'école des hautes études sociales, et puis vous êtes très vite consacré à l'écriture. Vous avez commencé par la nouvelle. Et puis 3 romans se sont succédés très récemment. Le premier d'entre eux, Terre Sainte, a été publié en 2015. Silence de cœur en 2017. 2 purs hommes plus récemment, 2018. Et enfin, celui qui vous a valu le prix Goncourt, que je vais montrer également, La plus secrète mémoire des hommes. Et peut-être ma première question, c'est tout simplement, comment allez-vous après cette tourmente et 1 mois et demi de tourbillon? Bonsoir à toutes et à tous. Merci vraiment d'être là. Je suis très, très heureux de me retrouver ici à Verson, ville importante dans mon imaginaire, finalement, toi qui en fais partie, et que je n'avais jamais visité. Je suis très heureux que ce soit dans ces circonstances-là et aujourd'hui. Je vais très bien, Bernard, merci beaucoup. Je suis un tout petit peu fatigué, mais c'est normal parce que cela fait un mois et demi maintenant, et même avant l'attribution du prix, il y avait déjà un marathon qui était déjà bien entamé pour la promotion de ce livre. Mais il est vrai que ce prix décuple, transforme un tout petit peu, accélère ce rythme-là et ce tourbillon-là. Mais c'est toujours un plaisir parce que ce sont des moments de rencontre, voilà, de rencontre et de partage, et c'est ce qui est intéressant toujours. Je viens d'ouvrir votre livre à la première page 15 en l'occurrence, qui est la première page quand même, je lis. 27 août 2018. D'un écrivain et de son œuvre, on peut au moins savoir ceci. L'un et l'autre marchent ensemble dans le labyrinthe le plus parfait qu'on puisse imaginer, une longue route circulaire où leur destination se confond avec leur origine, la solitude. Vous êtes un solitaire, et un enfant déjà peut-être solitaire, un adolescent solitaire, ou pas du tout?
pas du tout, pas du tout. J'ai grandi dans un environnement familial très, très joyeux, avec beaucoup de voix qui me racontent des contes en général, beaucoup de jeux avec mes frères, donc un environnement au contraire très, très peuplé. Peuplé d'abord de personnes, voilà, par ma famille, etc., avant que n'arrivent les lectures et les écrivains, les livres. Finalement, si solitude il y a, c'est une solitude toujours paradoxale. C'est dans ce paradoxe que s'inscrit, je pense, l'acte de création. Il est évidemment il est fondé sur une solitude. Il nécessite une solitude, mais c'est une solitude qui se nourrit aussi de beaucoup de souvenirs, de présence, d'amour et d'amitié. Ça a été ça mon enfance. L'arrivée des livres, des écrivains, c'est comment? C'est à la maison, c'est les parents, c'est l'école, c'est d'autres personnes qui vous les suggèrent? C'est à la maison. Je ne sais plus exactement comment en réalité. J'ai beau me rappeler, le souvenir des premières lectures se perd toujours. Parce que c'est un moment où je ne fais pas que ça. La lecture n'arrive pas comme un coup de canon, si on veut. Ça se fait tellement naturellement. J'apprends à lire. Il y a quelques livres qui traînent à la maison. Et je dis traînent parce que ce n'est pas dans une bibliothèque extrêmement rangée et imposante. Ce sont vraiment des livres qui traînent. Ce sont les livres de mes tantes, de mes cousines qui vivent à la maison et qui vont à l'école ou qui sont au lycée ou qui sont juste à l'université et qui ont quelques livres qui traînent. Et ce sont les livres que je lis en premier. Immédiatement, mes parents remarquent que j'aime ça, que j'ai une appétence pour cela et se mettent à me donner des livres ou à m'ordonner de leur demander des livres. Donc j'obéis allègrement et je me mets à leur demander régulièrement de m'acheter ci, de m'abonner à ça, de m'emmener voir ça. Et c'est comme ça que ça se fait. Et l'école aussi développe ce goût-là. L'écriture, elle vient à quel moment? Vous commencez par quoi? C'est les poèmes et les nouvelles, elles viennent un petit peu plus tard. Comment les premiers écrits? Les premiers écrits, alors tout dépend de ce qu'on appelle écrit. S'il s'agit de mauvais poèmes, j'en ai fait très tôt, évidemment classiquement, pour séduire ou pour faire le malin. Oui, ça j'en ai fait un certain nombre. Ça marchait? Non. Et ce n'est que beaucoup plus tard, ce que j'appelle vraiment l'écriture au sens où on sent que c'est important pour nous et que ça a une réelle valeur et que ce n'est pas simplement précisément pour faire le malin, mais que ça vient d'une exigence plus forte ou d'un appel plus profond. Ça arrive autour de 20 ans, ce qui semble à la fois tôt mais qui est aussi tard. Ça dépend toujours de comment est-ce qu'on envisage la chose. Et il n'y a pas non plus d'événement particulier, sauf peut-être le fait de partir à ce moment-là, parce que je pars après mon bac vers 18 ans, 19 ans, j'arrive en France, et c'est à ce moment-là que je commence vraiment à passer du temps à écrire. Lire, je l'ai toujours fait depuis que je suis tout jeune, à l'adolescence j'ai continué. Mais écrire vraiment avec le sentiment que ce n'est pas simplement un passe-temps ou un divertissement, c'est vers 20 ans que ça arrive. Parmi ces nouvelles que vous avez écrites, il y a celle-ci qui s'intitule La Cale, et 2014, et très 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 vite, cette nouvelle est repérée, puisque vous obtenez le prix Stéphane Hessel. C'est intéressant, dès vos premiers écrits, vous avez déjà un prix littéraire. Oui, j'ai commencé par écrire sur un blog qui n'existe plus, mais qui a existé jusqu'à il y a un mois à peu près, mais je l'ai supprimé, et où on pouvait trouver toutes les archives finalement de ce que mes premiers écrits. Donc ce sont de petites nouvelles, des chroniques, des critiques de romans, des recensions, des choses comme ça. Vous ne vouliez plus qu'on les voit? Journal. Oui, je ne voulais plus qu'on les voit. Et je les ai supprimés. Non, j'expliquerai peut-être plus tard pourquoi je les supprimé. Mais la Cale est donc ma première nouvelle, primée en effet. Je la présente à un concours et elle obtient le prix Stéphane Hessel
qui était organisé par l'Alliance francophone et RFI. Donc voilà, je n'avais jamais participé à des concours de nouvelles avant. Et pour la CAL, il a vraiment fallu qu'un ami à l'époque me dise bon bah j'ai vu ça, tu peux essayer, il y a un petit pécule au bout, on était pauvres, donc, ça peut vous rapporter, on peut payer notre loyer, c'était mon colocataire, on peut payer notre loyer avec ça, vas-y, tu peux y arriver. Donc en une nuit j'ai écrit la CAL, il l'a relu, il a corrigé les fautes, et puis on l'a envoyé comme ça, et puis ça a commencé comme ça. Les choses paraissent très simples avec vous. Vous écrivez, vous avez un prix. Alors on va essayer de voir un peu vos œuvres justement. Alors cette première nouvelle, la CAL, c'est la CAL des navires négriers. Donc il s'agit de la traite, donc déjà un sujet douloureux, difficile. Mais vous allez poursuivre avec Terre Sainte. Je vais juste dire 2 mots sur chacun de ces livres et puis vous allez peut-être commenter ensuite. Terre Sainte qui, comme vous l'avez remarqué, s'écrit avec un C, C-E-I-N, et il s'agit en fait de l'arrivée, de l'éruption d'un groupe islamiste dans un village du Sahel. Sujet là aussi d'actualité et difficile. Avec Silence de cœur, c'est un autre monde, c'est une aventure terrible d'un groupe de migrants qui se retrouvent en Italie. Et le livre décrit à la fois le départ, les raisons du départ, mais aussi l'arrivée et comment se fait cette arrivée, l'accueil qui peut être pour certaines personnes sympathiques, et pour d'autres, il s'agit vraiment de l'indifférence ou pire du rejet, de l'exclusion. Silence du cœur. Et le troisième, là vous attaquez encore un autre sujet difficile, de purs hommes. Il s'agit d'une histoire réelle, le point de départ est authentique, une cassette vidéo circule, et sur cette cassette, on peut voir un corps qui est déterré par des hommes qui ne veulent pas que ce corps soit enterré à cet endroit, parce que cet homme qui a été déterré était un homosexuel. Donc, vos 3 livres, si on y ajoute la CAL, touchent des sujets qui sont des sujets difficiles, des sujets d'actualité. Mais finalement, j'ai envie de dire, le prix Stéphane Hessel, lui qui disait « indignez-vous », c'est ce que vous avez fait. C'est l'indignation qui vous a fait écrire ces 3 livres, en quelque sorte. Oui, ça part de l'indignation, et tout de suite après, de la conscience que l'indignation ne suffit pas, puisque l'indignation, pour nécessaire qu'elle soit, est une réaction à chaud, est un affect puissant, mais immédiat et provisoire. Une fois qu'elle se dissipe, on peut se retrouver dans un état d'impuissance, finalement, voire de culpabilité d'avoir été si indigné et de se retrouver soudain si désemparé. Et ça part de là, et je me dis qu'il faut revenir sur ces faits-là qui sont dans l'actualité, qui me mettent en colère ou qui m'attristent. Il faut y revenir par la littérature. Et y revenir par la littérature, c'est tenter précisément d'aller au-delà de l'indignation pour aller proposer une réflexion, proposer aussi un récit de ces faits-là et un récit autre qui transfigure les faits pour tenter d'en montrer un envers, pour en donner une interprétation, pour en donner aussi une lecture qui soit aussi poétique. Voilà, donc ne pas rester simplement dans la réaction, essayer d'aller dans la réflexion, et au-delà de la réflexion, essayer d'aller dans quelque chose qui ressemblerait à une recréation d'un fait, c'est-à-dire pas le déformer, mais plutôt le transfigurer, quand on est vraiment une interprétation. Voilà, donc les 3 romans, premiers romans, partent de l'actualité, du monde actuel, de faits ou d'événements ou de situations immédiatement contemporaines, parce qu'elle me parlait, Terre Sainte, clairement, assez manifestement, c'était sur le Mali, le nord du Mali, qui était à l'époque envahi et qui est toujours dans l'actualité. À l'époque, bon, je suis très attaché au Mali, j'aime beaucoup ce pays, j'aime sa culture, j'aime ses habitants, j'aime ses paysages, quelque chose qui me touche dans ce pays. Et le voir ainsi attaqué m'avait vraiment rempli de colère et de tristesse. Et c'était parti de là. Et en même temps, c'était l'occasion de réfléchir au terrorisme aussi, au
djihadisme en particulier, et de voir ce que ça disait de nous et ce que c'était exactement comme phénomène. J'avais envie de m'attaquer à ça, pareil pour Silence du cœur, même si je l'ai écrit dans des circonstances tout à fait autres, puisque c'est né d'un voyage que j'ai fait en Sicile, tout à fait par hasard, ce n'était pas pour l'écrire, mais je me suis retrouvé dans un village où il y avait des réfugiés, et le temps passé là m'a donné envie aussi et éclairé sur beaucoup de choses. Quant à De Purs Hommes, ça part en effet d'une vidéo que j'ai vue il y a longtemps, j'étais encore au Sénégal, et il m'a fallu 10 ans avant de revenir sur son sens réel et sur ce que ça produisait en moi. Voilà. Pour ces 3 livres, vous avez eu besoin du contact avec le réel. Au départ, le réel est le moteur de quelque chose qui va le transfigurer, qui va le dépasser d'une certaine façon. Oui, j'avais ce besoin-là parce que c'était peut-être l'époque aussi où j'étais encore très presque militant, en tout cas très touché par ces situations-là. Je le suis toujours, mais sous un mode différent. J'étais peut-être plus intransigeant à l'époque et beaucoup moins patient ou posé. Donc immédiatement, ça me frappait et j'essayais tout de suite d'en dire quelque chose. Pas à la manière d'un journaliste, pas à la manière d'un politologue, pas à la manière d'un homme politique, mais à la manière vraiment d'un romancier. Et c'était aussi l'occasion puisque le roman m'intéressait de plus en plus et que j'écrivais, que c'était un genre qui me fascinait de plus en plus, c'était aussi l'occasion pour moi de réfléchir à ce que pouvait dire un roman de l'actualité ou du monde actuel, et ce que le roman pouvait en dire qui ne ressemble à aucun autre discours sur les choses, sur le réel. Qu'est-ce que le roman, qu'est-ce que la fiction peut faire du réel, qui ne soit pas du reportage, du journalisme, etc. C'était aussi ça, l'intérêt. Alors ce travail a sans doute servi un petit peu de base au 4e livre, La plus secrète mémoire des hommes, publié donc en 2021, très récemment. Il fallait les 3 précédents pour arriver à ce livre. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. De toutes les manières, généralement, je pense que tout livre qu'on écrit est la somme des autres livres qu'on a écrits, et que le cheminement vers un livre passe par les autres livres. Celui-ci peut-être un peu plus que les autres quand même. Il apparaît plus la somme. Oui. Je pense qu'il fallait du temps et que ce qu'il porte comme propos, comme réflexion, comme esthétique est contenu en germe dans les précédents à des degrés parfois infinitésimaux, mais c'est là. Je pense que c'est là. On peut lire en tout cas. Il semble très différent des 3 premiers par son sujet, par son attache, par même la façon dont il est écrit ou par l'ambition. Mais lorsqu'on relit les 3 précédents, on peut voir pourquoi est-ce qu'il arrive à ce moment-là. Je ne vais pas parler de cohérence, mais en tout cas, il y a un lien qui est là depuis le début. Il était présent déjà dans des tiroirs, dans des notes, ou c'est quelque chose qui a été plus spontané? C'était plus diffus. Je n'avais pas de notes en réalité, je n'avais qu'une réflexion qui était là. Je sentais, je pense que depuis très longtemps, je sens que j'ai envie d'écrire autour de ces sujets-là, qui sont dans la plus secrète mémoire des hommes, mais je ne trouvais pas Oui, je n'en avais pas les moyens. Tout simplement, je crois que je n'avais pas l'expérience ou la maturité nécessaire pour donner corps à ce que je voulais vraiment. Et il fallait aussi puisque je venais juste de commencer, que je m'exerce un peu aussi, que je travaille un peu, que je trouve ma voix, que j'ai plus d'assises aussi dans mon écriture avant d'arriver à lui. Mais par exemple, dans Silence du cœur, mon deuxième roman, clairement, dans le personnage de Fantini, qui est ce personnage de poète disparu, un peu exilé, etc., il y a déjà le germe de l'image. Alors, dans ce livre, on a entendu tout à l'heure, il commence en 2018, on est au Sénégal, un jeune homme qui s'appelle Diégane, jeune écrivain, découvre dans un livre de référence un titre et un auteur, et ce livre qui s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain, qui a été écrit par un certain T.C., 2 initiales, Eliman,
est un livre qui a été très vite entouré de mystères, de scandales, de réactions épidermiques. On a parlé à l'égard de l'auteur de Rimbaud Nègre, on a parlé de bave de sauvage à propos de son livre. On a ensuite découvert qu'il y avait des empreintes, voire du plagiat. Le livre avait été retiré de la circulation et l'auteur avait disparu. Et donc le jeune Diegan va être en quête de ce livre et de cet auteur, et c'est cette histoire que vous allez nous raconter. Et les premiers mots qui sont marqués sur votre livre, c'est marqué en exergue pour Yambo Ouellegem. Yambo Ouellegem, c'est un écrivain malien qui, en 1968, a écrit un livre qui s'appelle Le devoir de violence. Vous voyez ici un exemplaire, c'est publié au Seuil. Le livre a obtenu le prix Renaudot, et le livre a été accusé de plagiat de Schwarzbach, de Graham Greene et de quelques autres. L'auteur s'est retiré au Mali, a disparu pour la littérature, où quasiment il a publié 2 livres, l'un sous pseudonyme et l'un qui est un essai, un pamphlet, Lettre à la France nègre, et un autre qui est un récit historique. L'histoire de Yambo Ouellegem se passe en 68. Est-ce que d'une certaine façon, en écrivant ce livre, ce point de départ est historique, vous avez voulu réhabiliter Yambo Ouellegem et réhabiliter ce livre? Ça a été ça le point de départ? En réalité, non, il ne s'agissait pas d'une volonté de réhabiliter, en tout cas pas consciente. Il se peut que par la force des choses, cet aspect figure dans le livre, mais au départ, je voulais vraiment payer ma dette à un auteur. Donc ça partait d'un sentiment très personnel et d'un rapport très intime au texte de Ouellegem, au devoir de violence, et à Ouellegem lui-même par extension. Mais je me disais, mais c'est une chose à laquelle j'ai toujours cru, que chaque livre qu'on écrit est aussi une dette qu'on paie. Chaque livre est un devoir de dette à l'égard d'un écrivain ou de plusieurs écrivains. Et ce livre-là, voilà, je l'ai aussi écrit pour Yambo Ouellegem, pas pour le réhabiliter, pas pour le remettre dans la lumière, mais simplement pour lui dire merci, et pour lui dire que le destin qui fut le sien, qui fut assez dramatique, est un destin qui a été très violent, et nous sommes nombreux à comprendre cette violence-là et à comprendre aussi quelle force il a fallu pour écrire ce livre, pour traverser ce que ça lui a valu comme réaction, et puis ensuite quelle force il lui a fallu pour se taire après, pour rentrer dans le silence et refuser ensuite d'y revenir. Et donc il y a cette fascination, cette volonté de lui dire simplement on t'a compris et merci beaucoup. Et il y avait ça, et à côté de cela il y avait aussi la volonté plus personnelle encore entre moi et moi-même de me confronter à un certain nombre de questions liées au sens de la littérature, à la valeur de l'engagement littéraire, à un besoin de me mettre au clair en face des grandes questions qui traversent l'écriture ou l'engagement dans l'écriture. Donc il y a Ouellegem, mais il y a aussi ces questions-là. Mais ces deux lignes-là se regroupent assez, finalement, parce que je pense que le destin de Ouellegem convoque aussi tout ça, au-delà des aspects très factuels de son dossier. Il y a quelque chose de plus profond qui interroge le sens même de l'engagement en littérature. Alors, vous convoquez Ouellegem, mais vous convoquez aussi d'autres écrits, parce qu'avant la ligne que j'ai lue tout à l'heure, il y a un texte en exergue de l'écrivain chilien Roberto Bolaño, l'auteur des Chiens romantiques, auteur qui est lui aussi disparu jeune, à l'âge de 50 ans, puis qui a un parcours aussi assez sinueux, assez mystérieux. Donc vous le citez, Ouellegem, Bolaño. Il y a deux personnages qui portent les noms de Sabato et de Gombrowicz. Il y a l'ombre de Borges qui est là, le labyrinthe. Donc, vous vous placez dans la littérature et vous balisez un petit peu le terrain avec des figures tutélaires. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Bolaño est une figure
tout à l'heure, à côté de Wologam, et tous les autres noms qui apparaissent. D'ailleurs, Senghor. Oui, on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Mais il y a toujours une... Ça rejoint simplement une idée aussi que je me fais de la littérature mondiale, qui est l'idée d'un vaste espace où les écrivains habitent fraternellement, et d'où qu'ils viennent, surtout. Et c'est cette idée-là que je me fais de la littérature, d'un espace ouvert où les frontières, si elles existent, sont très poreuses finalement. On peut passer d'un petit village au Sénégal au Buenos Aires des années 50. Et on peut voir un personnage nommé Eliman rencontrer un autre personnage nommé Sabato ou nommé Gombrowicz. Mais c'est aussi ça, la littérature. Je crois que quand on est dans la lecture et qu'on aime lire, on va partout. Parce que les écrivains vont partout aussi. Il y a des échos possibles entre eux. Et tous les écrivains qui apparaissent dans ce texte sont des écrivains que j'ai beaucoup lus et beaucoup aimés. Le personnage qui va mener cette enquête, Diegan, vous dites de lui à un moment, 2008, c'est lui qui parle, classe de première dans un internat militaire au nord du Sénégal. Tiens, oui, c'est une coïncidence, un hasard objectif. Un hasard objectif. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc là, on est à la page 24. J'obtins le bac, quittai le Sénégal et vins poursuivre mes études à Paris. Toujours le hasard. Je poursuis. Mon cursus universitaire en France me mena vers une thèse de littérature que je vécus assez vite comme un exil de l'Éden de l'écrivain. Je devins un doctorant fainéant, bientôt détourné de la noble voie académique parce qu'il n'était plus une tentation passagère, mais un désir aussi prétentieux que certain, devenir romancier. On est toujours encore dans le hasard et l'objectivité du hasard. Ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien. Très bien. Bon. Et l'auteur qui écrit ensuite Anatomie du vide, alors lui, là, j'ai l'impression que les chemins s'en écartent, ou singulièrement maintenant, il a vendu 79 exemplaires. Ça me parle. Non, bien évidemment, il y a beaucoup de... Mais ce sont des pièges, hein, toujours. Les similitudes qui semblent trop fortes dans un roman qui ne se présente pas comme directement autobiographique, sont toujours des pièges. Donc il y a bien sûr beaucoup de choses qui semblent ressembler à mon propre parcours, ou à ma personne, mais en réalité, oui, ce sont toujours des façons de jouer, mais le roman est toujours, de toutes les manières, un jeu avec soi, mais aussi avec les lecteurs. En tout cas, moi, j'invite toujours à ce jeu-là, en faisant semblant de me mettre en scène, mais c'est toujours une manière aussi de mettre à distance beaucoup de choses par rapport à ma vraie vie ou à ma vraie biographie. Voilà, je mets du vernis qui semble très ressemblant, mais au fond, voilà, il n'y a rien en commun. Mais c'est ce jeu-là qui est toujours intéressant, et tous les écrivains dont on parlait, les Borges, les Sabato, les Bolaño, Wologam, sont des joueurs. Voilà, ce sont des écrivains qui jouent beaucoup avec les lecteurs, avec les illusions, avec la vraisemblance, avec les genres, avec la langue, parfois à un point qui peut sembler extrêmement agaçant, mais quel jeu est drôle s'il n'est pas agaçant à un certain point. Il faut précisément aller dans ces limites-là pour que le rire soit complet finalement, et que dans ce rire s'inscrive aussi une vérité qui est plus profonde que la vérité des parcours ou des trajectoires ou des biographies, qui soit une vérité humaine beaucoup plus profonde que ça. Mais pour moi, ça passe par le jeu. Dans ce roman-là, en tout cas, on retrouve moins cette dimension dans les précédents, mais dans celui-là, j'avais envie d'aller dans cette vague-là. Alors, votre personnage, Diegan, rencontre beaucoup d'autres personnages qui vont apporter des éléments sur Eliman, sur le livre, des éléments complémentaires, contradictoires, sur l'écrivain disparu et sur son œuvre. Alors, je vais vous en citer quelques-uns et vous allez nous dire un petit peu
de qui il s'agit. Il y a quelqu'un qui s'appelle Siga D, qui est une écrivaine à scandale, elle a 60 ans, elle est cousine d'Eliman, et c'est elle qui va faire passer le livre à Diegan. Alors, qui est-elle, cette Siga D? C'est l'initiatrice avec un grand I, c'est-à-dire c'est celle qui prend Diegan par la main et qui le jette sur la piste d'Eliman. C'est elle qui lui fait découvrir, qui lui fait lire le texte, parce que Diegan le cherche avant mais ne le trouve pas. Et c'est Siga D qui, la première, lui donne le texte dans des circonstances, pour des raisons qu'on découvre en lisant. Donc Siga D est d'une certaine manière l'un de ses guides finalement dans le labyrinthe entre Diegan, qui est le labyrinthe de Eliman lui-même, de sa vie, de ses mystères, et Siga D est la première à la prendre par la main, à le guider, mais c'est aussi l'initiatrice au sens quasiment, oui, de la découverte de sa sexualité, ou en tout cas de l'approfondissement de sa sexualité. Elle a cette incarnation-là, c'est à la fois le modèle, c'est la grande romancière très libre, scandaleuse, qui est du même pays, mais qui est partie en assumant tout à fait ça, le fait d'être partie, et qui semble tout à fait libre, libérée, provocatrice, extrêmement authentique et sincère dans son écriture, très ancrée dans la vie, là où Diegan semble toujours un peu planer dans les tours de la grande littérature, etc. Et donc Siga D est l'incarnation, et c'est elle qui le ramène toujours sur terre. Voilà. Alors, autre personnage, Brigitte Bollem, qui est journaliste. Elle va faire un article qui s'appelle « Qui était le Rimbaud nègre ?» Alors, elle écrit dans une revue très rémunératrice, on l'a appris récemment, la Revue des Deux Mondes. Oui. Mais à mon avis, avec un salaire moindre quand même. Et surtout, elle écrit. Il y a des traces très fortes. Mais oui, c'est la journaliste par excellence. Et c'est elle qui va chercher, qui a une sorte d'obsession factuelle finalement. La trajectoire d'Eliman, donc qui enquête, son enquête est interrompue au moment par la guerre. Elle raconte, il y a parce que cet article qui est le Rimbaud nègre, on l'évoque au début, mais il est dans le roman. À un moment donné, il apparaît, l'article apparaît, et donc on découvre comment elle est allée à la recherche d'Eliman et comment cette recherche l'a menée dans des espaces où on n'imaginerait pas qu'Eliman soit allé sur la plage de Taron, par exemple. Bon, qui sait où se trouve la plage de Taron ici? Mais voilà, des exemples comme ça d'une recherche de détective, quoi. Voilà. Donc en fait beaucoup de romans sont d'enquêtrices, beaucoup de personnages sont des enquêteurs, des enquêtrices, des détectives, et ça fait écho au roman de Roberto Bolaño qui s'appelle Les détectives sauvages. Voilà. Et ça rejoint aussi l'idée que je me fais de ce qu'est un écrivain, de ce qu'est un lecteur. Pour le coup, c'est tout à fait la même chose dans l'image du détective, de quelqu'un qui cherche quelque chose. Alors, il y a deux autres collègues, peut-on dire. L'une collègue en écriture, l'une est camerounaise, elle s'appelle Béatrice Nanga, l'autre est un Congolais de RDC, on a entendu son nom tout à l'heure, Muzingoa. Qui sont-ils là? C'est des alter ego? Oui, ce sont des camarades de Diegan, des gens qui font partie de son cercle, de son cénacle de jeunes écrivains à Paris. Donc Diegan les fréquente, ils discutent beaucoup, ils débattent, ils parlent de livres, mais bon, ils font beaucoup l'amour aussi, ils sont d'accord sur rien, ils s'écharpent sur le fameux labyrinthe de l'inhumain, ils n'ont pas les mêmes lectures, mais ils forment une sorte de groupe et donc d'énergie autour de la création et des questions liées à l'écriture. Dans tout roman d'initiation, il y a toujours des alter ego, des amis, des gens qui partagent vos nuits, vos angoisses, vos questionnements, et qui sont, vraiment vos camarades dans ce moment d'intense interrogation et d'intense désir d'aller découvrir quelque chose. Voilà. Alors, vous
faites dire de l'un de ces personnages, le second, je me rappelle l'avoir suspecté, voire détesté au début, lorsqu'en aérolite brut, il avait fait irruption dans le milieu des lettres, collectionnant prix, admiration et lauriers, avec un détachement dont je ne savais s'il confinait à l'humanité ou à l'arrogance. Vous êtes en avance sur votre temps, alors j'imagine que vous n'êtes, ça je sais, pas arrogant, je sais que vous êtes plutôt humble. Est-ce que vous avez réussi à garder un détachement par rapport aux prix, aux lauriers, aux admirations? Il faut toujours se méfier de soi en la matière. On ne sait jamais, on peut tout à fait très rapidement se mettre à dérailler totalement et à faire des choses qui ne nous ressemblent pas, mais qui arrivent parce que tout d'un coup votre vie change, le regard qu'on porte sur vous change, et que le regard que vous portez sur vous-même change aussi. Moi j'ai quand même beaucoup de... C'était pas du détachement, parce que ça voudrait dire que ça ne me touche pas, alors que non, ça me touche profondément, bien sûr. Ce que ce prix crée me touche profondément, ce que les rencontres auxquelles ça... les rencontres que ça ouvre me touche beaucoup. Mais disons que j'ai toujours gardé une sorte peut-être d'autodérision très forte qui sauve en beaucoup de circonstances. J'ai aussi beaucoup d'amis qui n'en ont rien à faire, que tu sois prix concours ou non. Ce sont les amis d'enfance et eux s'en fichent, c'est à peine s'ils savent ce que c'est. Donc prix concours, mais ça leur passe comme ça, et puis voilà, ils font ce qui les intéresse, c'est que tu viennes manger le soir, vous allez jouer au foot, et puis ils vont te parler de tout à fait autre chose. Et ça, c'est très bien aussi. Et puis, ça aussi, je pense que ça compte. Et là, du tout, ce n'est pas du tout de la vanité, mais le fait d'avoir très tôt obtenu des prix littéraires aussi, je crois, avec mes précédents romans, démystifie beaucoup ça. C'est important, mais ce n'est pas le cœur du travail que je fais. Donc, j'aurais très bien pu ne pas avoir ce prix, que dans la conscience en tout cas, ou dans le questionnement sur le lieu qui est important pour moi, intérieurement, ça n'aurait pas changé grand chose. Je l'accueille avec beaucoup de gratitude et un sentiment de dire c'est quand même irréel, mais j'ai aussi conscience toujours, et c'est ce qui peut-être me sauvera, du lieu qui est important pour moi. Et ce lieu-là est caché, il est à moi. On va encore feuilleter quelques pages et trouver d'autres personnages. Il y en a deux qui sont liés, c'est les deux éditeurs, Charles Ellenstein et Claire Ledig. Ces deux personnages, ça vous permet d'amener aussi la Seconde Guerre mondiale, ça vous permet d'amener la Shoah. Vous allez toucher là aussi à des sujets graves. Ces deux personnages d'éditeurs. Oui, ce sont des... Oui, ils permettent en effet d'avoir une ouverture sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Shoah et sur les relations que Eliman a pu avoir à ce moment-là dans Paris, en France, et les relations d'amitié. C'est un roman aussi sur une amitié. Lorsqu'on le termine et qu'on découvre finalement... parce qu'il y a une question qui est posée à un moment donné, je ne veux pas la divulguer, je ne sais pas comment faire pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais à un moment donné, Eliman fait un grand voyage. Et on se demande pourquoi, ce qui l'attire finalement. Et au fond, quand on y réfléchit, même si ça n'apparaît pas immédiatement, on peut dire que c'est une quête aussi qui est littéraire, bien évidemment, mais qui a quelque chose aussi qui est lié à l'amitié. Comme je parlais tout à l'heure de Musimboa, de Béatrice, donc les camarades de Tchegan, Eliman aussi a eu ce petit cercle-là. Donc pour moi, c'est toujours très important dans l'émergence ou dans la recherche d'une voie littéraire, d'avoir des amis qui soient écrivains ou qui soient lecteurs, en tout cas, avec qui on a des discussions, avec qui on a une connivence, une complicité, avec qui on a aussi parfois un peu de rivalité,
mais pas au sens violent de la rivalité, mais au sens d'une émulation. Ça aussi, c'est toujours important. Et Liman a eu ça, et dans ce cercle-là, il y avait Charles Eilenstein, il y avait Claire Ledig, il y avait Thérèse Jacob, il y avait tous ces personnages-là qui l'entouraient dans les années 30 et qui ont participé finalement à l'écriture de son roman, qui est au cœur du roman, que personne n'a jamais lu, en tout cas qu'on ne peut pas lire dans ce roman, mais que tous les personnages quasiment ont lu, et qui s'appelle donc le labyrinthe de l'inhumain. Alors, un autre personnage qui est en fond, d'une certaine façon, c'est cette jeune femme, Fatima Diop, qui s'est immolée. Alors, vous citez un moment Jan Palach, l'étudiant tchèque qui s'est lui aussi immolé en 1969. J'imagine que les deux images se sont télescopées à un moment dans votre écriture. Oui. Fatima Diop est d'une certaine manière l'allégorie de beaucoup de jeunesses africaines. Qui sont parfois poussés au désespoir ultime. On se rappelle que bien après Jan Palach, bien sûr, mais le printemps arabe, ce qu'on a appelé les printemps arabes, sont partis aussi d'une immolation en Tunisie. Mohamed Bouazizi, voilà, je le cite en un moment, c'est aussi immolé, et quand on regarde l'histoire, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça, de protestation, ou de désespoir qui se sont terminés ou qui ont commencé par des images fortes comme ça, d'immolation, de personnes qui, aux confins du désespoir, s'immolent. Et cette immolation, paradoxalement, produit parfois un regain de colère et parfois un regain d'espoir dans les jeunesses qui voient ça et qui se disent « ça aurait pu être moi ». Finalement. Et Fatima Diop représente ça dans le roman pour la jeunesse sénégalaise. Les deux personnages de la réalité sont deux personnages masculins, vous en faites un personnage féminin. Diégane est très entouré par les femmes, il y a beaucoup de personnages féminins autour de lui. Oui, c'est peut-être parce que, et là je peux assumer tout à fait l'analogie directement biographique de la chose, c'est que j'ai moi-même été entouré par beaucoup de femmes dans mon enfance. Les contes dont je parlais tout à l'heure me sont toujours parvenus par des femmes, et donc dans mon imaginaire, dans mon esprit, l'histoire est racontée par les femmes, et c'est pour ça que Diégane est guidé par des femmes aussi, par beaucoup de femmes qui l'entourent. Ce n'est pas seulement dans une tension sensuelle ou érotique, parce qu'il y en a aussi beaucoup, mais c'est surtout dans une tension poétique, c'est-à-dire que ce sont elles qui créent le récit que suit Diégane aussi. De la même manière que j'ai moi-même pu être guidé dans l'ouverture de mon imaginaire par des femmes, dans mon enfance, par des récits mythiques, par des contes, par des légendes, par des souvenirs, par des soirées de discussion, même si très paradoxalement je viens d'une fratrie de garçons. On n'est que des garçons, on est très nombreux, mais autour de nous il y avait il y avait ma mère, il y avait mes grands-mères, il y avait mes tantes, mes cousines, des amis de ma mère qui étaient souvent à la maison. Donc cette atmosphère d'enfance dont je parlais est aussi une atmosphère très très féminine. Et dans les voix, les récits, etc. Je pense que c'est ça qui rejaillit ici. Et Diégane est initié autant par la poésie, par l'imaginaire, par les récits, que bien sûr par le corps, parce que ça passe aussi par ça, et par le personnage de Sigadé, parmi d'autres dans le roman. Oui, la sensualité, la sexualité est présente dans votre livre, comme elle était présente chez Wohlleben d'ailleurs. Oui. Vous dites ceci quand même à un moment, les écrivains, et j'en ai connu beaucoup, ont été parmi les plus médiocres amants qu'il m'ait été donné de rencontrer. C'est une femme qui parle. Tu sais pourquoi? Quand ils font l'amour, ils pensent déjà à la scène que cette expérience deviendra. Chacune de leurs caresses est gâchée parce que leur imagination en fait ou en fera. Chacun de leurs coups de rein affaibli par une phrase. J'aimerais bien Ce point est délicat parce que là, pour le coup, je ne sais pas si je dois m'associer à la chose ou m'en dissocier, les deux ayant des conséquences très, très diverses sur l'image que je renvoie. Oui. Donc, et là, je vous laisse tranquille. Je préfère me taire, je vous laisse. Mais ça, c'est un débat, c'est vraiment au cœur d'un débat.
qu'il y a entre Djegan et Sigadé, précisément, qui incarnent deux rapports très différents à la chair, et à la chair dans son rapport à l'écriture. Puisque Djegan fait partie peut-être de ces jeunes un peu trop exaltés, qui croient que pour écrire d'une certaine manière, il faut transformer le moment qu'on vit en écriture immédiatement, et que même quand on est dans un acte d'amour, un acte amoureux, il faut tout de suite penser à l'écriture, etc. Et Sigadé lui rappelle tout à fait, elle qui a plus d'expérience, lui dit non, quand tu es dans un acte d'amour, tu es dans un acte d'amour. L'écriture viendra ou ne viendra pas, mais ce sera toujours après. Sois d'abord concentré sur l'essentiel, et après tu verras. Donc c'est un débat comme ça qu'ils ont. Alors, parmi les ingrédients qui sont dans votre livre, vous en avez déjà parlé un petit peu, mais il y a deux choses. C'est à la fois inscrire le livre dans l'histoire et dans les hauts faits de l'histoire du XXe siècle, et aussi dans une géographie, et une géographie du monde, parce qu'on voyage beaucoup. On va en Argentine, on va à New York, on va à Paris, on est au Sénégal, les personnages bougent. Cette volonté d'inscrire le livre dans le monde, à la fois dans sa géographie et dans l'histoire, c'est vraiment une volonté de votre part. Oui, c'est vraiment une volonté. Il y a une historienne de la littérature qui s'appelait Pascal Casanova, oui, qui parlait de la littérature comme une république mondiale des lettres, et ça a ce sens-là pour moi aussi. C'est-à-dire un univers où les histoires correspondent toujours à des géographies. Et ces géographies-là sont des géographies du monde entier, et pas simplement d'une partie du monde qu'on aurait identifié comme étant éternellement le lieu élu de la littérature ou de l'écriture. Ça vient de partout et ça va partout. C'est l'idée que je me fais de la littérature, c'est celle d'une circulation permanente sinon entre les écrivains, au moins entre leurs livres. Et factuellement, c'est ce que fait un livre. Voilà, il peut aller partout, on peut le lire partout, la traduction permet qu'il arrive dans beaucoup de pays, dans beaucoup de langues. Les écrivains, les imaginaires en tout cas se déplacent et se rencontrent. Donc ça, j'ai vraiment envie de l'incarner totalement, de faire de la littérature un pays, mais un pays mondial d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté aussi de dire je suis né au Sénégal, je suis africain, mais j'ai pas envie de me laisser enfermer dans cette géographie-là? Oui, il y a de ça aussi. C'est un livre sur la réception, parfois très contrastée ou ambiguë, qu'on peut faire des écrivains africains qui peuvent être parfois injustement enfermés, emprisonnés, caricaturés, vraiment réduits à un espace ou à des thématiques ou à des façons d'écrire qui leur seraient spécifiques, vraiment particulières, mais qui sont autant de manières de leur interdire finalement le voyage, de leur interdire la quête, de leur interdire la mobilité, le déplacement, le fait de pouvoir aller n'importe où, mais en étant profondément africain. C'est Senghor, on retombe sur tout ce qu'il dit, tout son message, enracinement, ouverture, etc. C'est tout à fait ça. Être d'abord soi, pleinement soi, et aller à la rencontre du monde sans crainte de se perdre, mais avec la curiosité de découvrir les autres, de leur parler, d'habiter chez eux, mais aussi de les accueillir chez soi. C'est aussi un idéal de littérature. Alors, il y a un autre ingrédient qui est peut-être plus surprenant, mais qui est très, très présent. Malgré la gravité des faits, il y a beaucoup d'humour, d'ironie, de dérision, d'autodérision. Vous employez le terme tout à l'heure. Vous mettez en scène, d'une certaine façon, vous mettez en scène les écrivains par anticipation, ceux qui reçoivent des prix. Vous mentionnez des faits réels, d'une certaine façon, par anticipation, pas tout à fait, une mise en garde contre les prix. Cette volonté de distiller l'humour, ça fait partie de votre personnalité, de votre être, et tout naturellement de votre littérature. Oui. J'ai longtemps été très, très frustré par l'absence ou la rareté de l'humour dans mes précédents romans.
alors que c'est une dimension à laquelle je tiens profondément dans les livres, comme dans la vie. Mais dans les précédents romans, peut-être parce que précisément les sujets étaient très graves, il y avait beaucoup de difficultés à la montrer. Elle apparaît parfois, elle apparaît un peu plus dans le troisième, c'est-à-dire que même dans la progression, on sent que peut-être que je suis un peu plus libéré, mais dans celui-là, oui, j'avais vraiment envie pour le coup, de tenter, de lui donner une vraie présence, un peu d'apporter, non pas de la légèreté, parce que pour moi, l'humour n'apporte jamais, toujours, en tout cas pas seulement de la légèreté dans un roman. L'humour véritable est toujours très grave aussi. C'est l'autre face de la gravité, c'est l'autre face de la mélancolie. Mais voilà, ça doit apparaître pour contrebalancer justement l'autre face qui est une face beaucoup plus directement, immédiatement grave ou pesante. Voilà. Mais il faut cet humour-là, et c'est important par tradition, dans ma trajectoire personnelle, parmi les femmes justement dont je parlais de mon enfance, il y avait ma grand-mère maternelle, qui était une femme absolument délicieuse par son humour, mais il fallait répondre, sinon elle vous avalait vivant, parce qu'elle n'arrêtait pas de vous taquiner, de toujours vous chercher, de toujours être en train de vous dire « Ah mais t'es vilain en fait », des choses comme ça. Il fallait répondre tout de suite. Mais c'était sous le mode de l'humour et c'était un apprentissage de l'humour. Et c'est une grande tendresse qui passait par là, par le fait de t'apprendre à rire des autres, mais jamais sans méchanceté, et à rire de soi aussi. Et ensuite, je suis allé dans un environnement militaire, donc une vie de caserne, où là aussi, il faut pouvoir répondre par l'humour, entre camarades, entre amis, entre promotionnaires. Voilà, il y a eu des sortes de séances comme ça, un peu, tu vois, c'était un environnement très masculin, bien sûr, voilà, des blagues, des gauloiseries, comme on dit, des blagues un peu grasses, mais il faut répondre. Il faut surtout savoir rire de soi, parce que si on ne le fait pas tout de suite, on est hors du jeu. Et il n'y a rien de pire que d'être hors du jeu. Bon, il faut participer, répondre, avoir, oui, du répondant, du piquant, encaisser, mais aussi savoir, voilà, c'est comme ça. Et tout ça, je pense, m'a aussi formé. Et j'ai toujours tendance de le restituer ici. Un autre élément, c'est alors, je ne sais pas si vous allez être choqué si je dis qu'il y a une part de policier dans votre livre, un peu de polar. Il y a une enquête, d'abord il y a des morts, presque des morts sur ordonnance. À un moment, ça m'a presque fait penser à la bande dessinée de Tintin et les 7 boules de cristal. Je ne sais pas si je me trompe. Oui. En fait, je n'avais pas lu cette bande dessinée. Je dois confesser que je ne suis pas un tintinophile très pointu. Mais beaucoup de gens m'en ont parlé en me disant, ça m'a fait penser à... J'ai dit, bon, il faut quand même que je lise ça, donc je suis allé lire. Et oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très drôle. Oui, mais oui, il y a une dimension d'enquête, de polar, en effet, de découverte. En tout cas, on cherche à éclaircir un mystère. C'est le point de départ du roman. Un écrivain a disparu. Qu'est-il devenu? Pourquoi a-t-il disparu? Où a-t-il disparu? Est-il toujours vivant? S'il n'est pas vivant, comment est-il mort? Est-ce qu'il a laissé quelque chose, un message? Donc il y a un mystère de départ, c'est un mystère littéraire, c'est vrai, mais à certains moments du roman, il devient un mystère aussi presque, oui, policier, même dans les atmosphères, il y a quelque chose de l'ordre du roman noir, et c'est un genre qui m'intéresse de plus en plus, vraiment. Bolaño, que j'idolâtre pour le coup, avait beaucoup d'intérêt pour ce genre-là, qu'il ne considérait pas du tout comme un sous-genre, et qu'il parodiait, qu'il reprenait, il reprenait les codes du policier, les transformait, jouait avec eux, et tout ça en l'inscrivant dans sa littérature, sans faire forcément de grande hiérarchie, mais en enfermant le tout dans une même énergie et un même désir de raconter, vraiment d'être dans une narration vivante, rythmée, énergique, mais qui ne délaisse pas non plus les réflexions philosophiques, des moments où ça se calme et où on est dans l'introspection ou dans des digressions, etc. Donc tout ça aussi, pour moi, c'est ne pas avoir de frontières entre les genres, les envies, les récits possibles, et tout pouvoir mêler, circuler entre des registres qui semblent parfois très soutenus, et tout d'un coup qui sont
extrêmement prosaïque, aller entre partir du roman qui semble être du roman d'introspection ou du roman philosophique et tout de suite passer au polar. C'est ce mouvement-là qui m'intéresse, parce que c'est ce qui rend toujours vivant pour moi un roman et qui lui donne son rythme. Comment vous avez construit ce livre ? Il y a plusieurs voix, il y a plusieurs regards, il y a des sources diverses, il y a des écrits divers, il y a des articles de journaux, il y a un morceau de journal. À un moment, vous interpellez, l'écrivain interpelle son journal, il parle à son journal. Tout ça, c'était très construit, vous saviez où vous alliez, c'est au fil du clavier, comment ça s'est... Oui, c'est vraiment en écrivant. Je n'ai jamais réussi à écrire quelque chose qui a été construit à l'avance. Je n'ai jamais réussi à bâtir une intrigue a priori, je veux dire. Donc j'ai toujours tenté de faire confiance à l'écriture qui s'élabore elle-même et au travail interne de l'intelligence du texte, voilà, qui à un moment donné ce n'est pas qu'il se met en place lui-même, parce qu'évidemment je suis là pour écrire, mais une fois que l'impulsion première est donnée, il faut suivre les personnages, avoir confiance en eux, avoir confiance aussi au lecteur, bien sûr, aussi, ne jamais sous-estimer son intelligence et sa capacité à suivre un texte, même si le texte semble complexe ou semble à certains moments ne pas savoir où il va. J'ai toujours confiance dans le fait que le texte est intelligent, que le lecteur est intelligent et que ça ira. Bon, cette façon de penser a ses limites. À certains moments pendant l'écriture, j'étais moi-même un peu perdu et il fallait s'arrêter pour réfléchir quand même, pour dire bon, ça ne peut pas aller dans cette direction-là. Mais je ne me suis jamais vraiment retenu d'explorer une voie simplement parce qu'elle me semblait être une impasse. Parce que précisément, dans le roman, et précisément dans ce roman-là, qui est hanté par la figure du labyrinthe, une impasse est toujours féconde. Une impasse dit toujours quelque chose, ça dit, ce n'est pas par là que ça va passer. Donc, s'il y a une impasse, vous ne repasserez plus par là. Vous passez par un autre endroit. Donc, l'impasse fait partie de la quête, et ce roman est un roman de quête. Même dans sa construction et dans sa structure, ce n'est qu'à la fin, finalement, que je suis revenu sur ce qui était écrit, que j'ai regardé l'ensemble, et que j'ai réordonné. Voilà, à certains moments, des moments qui me semblaient un peu déséquilibrés, j'ai rééquilibré. J'ai pu parfois déplacer certains récits qui figuraient à un moment, à d'autres moments du texte. Vous avez rajouté, élagué. Voilà, tout. Ça aussi, j'ai beaucoup élagué, beaucoup élagué. Les personnages étaient en place au départ. Certains étaient là. Certains étaient en place. Le petit groupe d'écrivains, le cénacle du début était en place. Le personnage de Sigadé était en place aussi. Et ça tombe bien parce que ce sont des personnages qu'on voit au début. Donc c'est toujours pratique quand au départ, lorsque vous ne construisez pas, les personnages que vous avez sont au début du roman. Ça permet tout de suite de démarrer et de les suivre. Au départ, je n'avais vraiment que des images très, très vagues d'un livre écrit par une figure un peu dissipée comme ça, et puis un petit cénacle d'écrivain qui cherche ce livre. Mais comme ces personnages-là étaient déjà très clairs et qu'ils sont au début du roman, et Sigadé au début du roman, tout de suite j'ai commencé avec eux et je les ai suivis. Ce n'est qu'à la fin que j'ai reconstruit. Ça a été une écriture difficile, jouissive, vous êtes amusé en écrivant, vous avez beaucoup transpiré, vous êtes beaucoup... je sais pas. Oui, je me suis beaucoup amusé. J'ai beaucoup transpiré aussi, mais les deux ne s'opposent pas. Ce n'est jamais une souffrance. Vous attendez une complicité du lecteur, non? J'ai l'impression que vous mettez des choses, vous dites à bon lecteur. Oui, mais ça, bon, je la cherche parfois. Ça dit que je ne force pas ça, mais comme je parlais tout à l'heure du jeu, je veux aussi que le lecteur s'amuse, bien entendu, mais sans en faire trop, sans chercher nécessairement.
Et puis, en ayant tout à fait conscience que tous les livres ne touchent pas tout le monde. Ça, c'est une loi naturelle, c'est tout à fait simple. Voilà, tous les lecteurs ne se retrouvent pas dans tous les livres, ça c'est normal et c'est même sain. Mais c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit en me disant, voilà, il faut que tu t'amuses, et c'est peut-être en t'amusant pleinement que tu permettras à la personne qui te dira de s'amuser aussi, d'avoir ces moments-là. Je ne veux pas dire que tout le livre est une poilade sans fin. Il y a tout de même, voilà. Non, on ne dira pas ça. Voilà. Mais il y a cet aspect-là, et puis il y a eu des aspects, oui, difficiles à écrire parce que justement, je n'ai pas de structure préparée. Donc il y a des moments où je bute vraiment sur de vrais cailloux dans l'écriture où il faut voilà, réfléchir, prendre son temps. Voilà, donc oui, c'est un mélange de tout cela et qui fait aussi que l'aventure de l'écriture est toujours très belle. Alors l'aventure de l'écriture, elle se passe aussi avec des éditeurs, et vous en avez deux. Il y a Philippe Ray, un éditeur français, un éditeur exigeant, qui a toujours fait de très, très beaux livres, qui a un très beau catalogue, et souvent des curiosités un petit peu inédites. Et puis Jim Sam, qui est une maison, alors cette fois avec des complices sénégalais, Boris Boubacar Diop, qu'on avait reçu ici à l'Espace Sangor, et puis aussi Felwine Sarr. Le fait d'avoir deux éditeurs, l'un sénégalais, l'autre français, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, pour moi c'était important d'avoir... D'abord, Felwine Sarr est un ami, et lorsqu'il m'a proposé de faire une coédition, même pour de pur jeunes déjà, j'ai tout de suite accepté, parce qu'il me semblait important aussi, c'est aussi une part de ma trajectoire qui est là, entre le Sénégal et la France, où je vis aujourd'hui. Mais le Sénégal qui est mon pays, et donc d'avoir un éditeur sénégalais, pour moi ça avait du sens pour maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et je pense que le fait que ce livre ait obtenu ce prix et qu'il y ait un éditeur sénégalais dans l'aventure va produire peut-être un effet dans les prochaines années, dans l'édition sénégalaise, dans la production littéraire, dans les écrivains qui se révèlent. Donc pour moi c'était aussi vraiment important, et c'est une structure, c'est une configuration, un modèle de relation qui me convient très très bien. Quand vous avez reçu le prix Goncourt, vous avez parlé d'un signal très fort, je vous cite, un signal très fort à beaucoup de gens, d'abord au milieu littéraire français, mais aussi à tous les milieux littéraires de l'espace francophone. Ça vous donne une certaine responsabilité aussi, parce que d'une certaine façon, il y a une volonté de faire que le centre, en tous les cas le centre parisien, soit un peu moins centre, et que la périphérie soit un peu moins périphérique. C'est ça. Après, je ne sais pas si c'est une responsabilité, mais bon, il reste que ce prix est tombé sur moi, et que par mon parcours, par ma situation, par mon origine, je ne viens pas tout à fait du centre parisiano-parisien. Et donc, oui, ça, je pense que c'est un signal qui est envoyé à beaucoup de gens à travers le monde, qui est envoyé aux écrivains, qui est envoyé aux lecteurs, qui est envoyé aux éditeurs, non seulement de la France, mais de tout l'espace francophone, en effet. Et que je le veuille ou non, je suis peut-être le symbole de cette histoire-là aussi, qui doit, je pense, avancer, s'ouvrir davantage et intégrer un peu plus, en tout cas, les formidables écrivains qu'il peut y avoir dans cet espace-là, qu'on appelle l'espace francophone, qui est là et qui produit des écrivains de grande qualité depuis très 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 longtemps. Donc c'est aussi ça que le prix représente. Par tempérament, comme par... Voilà, je me suis toujours méfié des grands symboles, et encore plus si je dois les incarner. Mais il faut parfois accepter qu'on ne choisit pas toujours d'être un symbole ou non. Vous l'êtes pour des gens. C'est des gens qui décident que vous êtes un symbole pour eux. Et si ça arrive et que ça peut faire avancer quelque chose et que c'est important, tant mieux. Ce n'est pas quelque chose que je refuserai. Il faut simplement apprendre à vivre avec, sans que ça ne tourne à une pression qu'on se met, ou à un masque qu'on porte, ou à des attitudes
qu'on se donne et des airs qu'on se donne. C'est surtout ça qu'il faut craindre, mais pour le reste, c'est important qu'il y ait des figures ou des événements à un certain moment, comme l'attribution d'un concours, voilà, et des petites maisons, des choses comme ça qui ont aussi un sens politiquement. Alors des signes et des symboles, nous sommes à Verson, Senghor a représenté beaucoup de signes et de symboles. Il a été président du Sénégal de 1960 à 1980, vous êtes né en 1990, donc c'est après, 10 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. Néanmoins, je vous cite dans une phrase dans votre livre, on vivait dans un pays que hantait l'encombrant spectre de Senghor. Alors spectre et encombrant? Oui, Senghor est un spectre encombrant à son corps défendant, mais c'est un spectre encombrant pour un pays. De quelle façon? Alors pour le jeune que vous étiez, vous découvrez Senghor de quelle façon? À l'école? Vous l'apprenez par cœur? À l'école, c'est quand même de le découvrir à l'école. Quand on est tout jeune, c'est quasiment si on est et puis on entend son nom. Je pense que même dans le ventre maternel, il y a des chances qu'on entende Senghor à un moment donné au Sénégal, parce que c'est vraiment la figure. Bon, aujourd'hui peut-être un peu moins parce que le temps passe et que ça fait 20 ans qu'il a disparu et que finalement d'autres figures apparaissent. Mais quand je suis né, il était encore dans les esprits. Il avait quitté le pouvoir depuis 10 ans, 15 ans. Et les gens parlaient encore de lui. C'est la grande figure politique, c'est le modèle même de la réussite, le modèle même de celui qui a conquis non seulement son propre espace, mais qui a conquis quasiment le monde. Donc il y a une légende, Senghor. Ensuite, donc je le connais d'abord comme ça, par sa légende, je le vois à la télé, il y a des images. Ensuite, je commence à lire, donc je lis ses poèmes, on nous apprend ses poèmes, on récite ses poèmes, on récite Johan, on récite Femme nue, Femme noire, on récite beaucoup un certain nombre de ses poèmes. Et ensuite, je commence à le lire dans le détail, je grandis avec lui, je commence à lire ses essais un peu plus tard, je travaille sur lui. Mais le fait est que quand on est un jeune écrivain au Sénégal, évidemment, il y a tout de suite Senghor, c'est un massif comme ça, qui peut vous empêcher de faire quoi que ce soit d'autre, parce qu'il est tellement imposant que vous ne savez pas comment le contourner. Voilà, il faut simplement accepter que c'est l'encombrant spectre, et qu'à un moment donné ou à un autre, vous serez soit mis en face de lui, soit comparé à lui, et ce sont des choses que personne ne peut supporter, d'être comparé à Senghor. Et donc, pour beaucoup de jeunes, il représente aussi ça. Mais c'est normal. Dans un pays, un si petit pays, il faut des figures comme ça. Des figures imposantes, littérairement, qui permettent d'engendrer d'autres écrivains, qui ensuite se détournent de lui, ou le critiquent, ou le taillent en pièces, ou l'admirent, ou l'adulent. Mais il reste que c'est lui, que ça vient de lui. Et pour le Sénégal, il est évident que le rayonnement culturel qu'un si petit pays peut avoir parfois dans le monde doit beaucoup de choses à Senghor. Vraiment, pour moi, c'est un miracle qu'un si petit pays ne soit présent souvent sur la scène internationale, que parce qu'il a des écrivains, parce qu'il a des artistes, parce qu'il a des chanteurs, parce qu'il a des intellectuels, parce qu'il a des penseurs, des philosophes, etc., etc. Et tout ça, je pense que, quel que soit le rapport qu'on a avec Senghor, ou son œuvre, ou son héritage, ou sa figure, etc., il faut reconnaître que culturellement, il a jeté quelque chose. Mais oui, il reste qu'il demeure un spectre encombrant, toujours parce que toujours vivant. Voilà. Les spectres ne sont encombrants que parce qu'ils sont encore vivants, et Senghor est encore très très vivant. Voilà. Vous avez publié vos 2 premiers livres chez Présence africaine, c'est le lieu, entre autres, de la négritude, où s'est exprimée la négritude. Aujourd'hui, pour vous, ce mot, c'est quoi? C'est un vieux mot, un peu usé? C'est un mot d'actualité? C'est quoi? Senghor lui-même, à la fin de sa vie, disait qu'il fallait passer à autre chose, finalement. C'était un temps, c'était une époque, un combat qu'il fallait mener à ce moment-là. Évidemment, il a été mené par des monstres, qui fait qu'on a du mal à aller au-delà, parce que Senghor, Césaire Damas,
et on ajoute tous les autres, on ajoute présence africaine, on a déjà toute une histoire. Mais pour moi, c'est un moment qui doit être passé aujourd'hui. Non pas que les questions qu'il posait ne soient pas importantes, mais il faut quand même se dire que s'ils les ont posées et ont mené ces combats, c'est bien pour que 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, 80 ans, on soit passé à autre chose. Si on en est encore là, c'est qu'ils ont échoué d'une certaine manière. Ou en tout cas, que nous avons échoué, que nous n'avons pas réussi à continuer quelque chose ou à faire évoluer quelque chose. Donc pour moi, c'est un moment de l'histoire politique, littéraire, de l'Afrique, mais aussi de l'Europe et des Antilles, et de toute une condition qui est la condition, ce qu'ils appellent la condition négro-africaine, mais dans son rapport au monde. Et pour moi, ça représente ça, ce moment important-là, à ce moment-là, mais ce n'est qu'un moment. Il faut pouvoir passer à autre chose. Donc moi, ça m'a formé, ça m'a donné des armes, ça m'a édifié, éclairé sur beaucoup de choses, mais c'est précisément ça, le sens d'un héritage, c'est qu'il faut pouvoir ensuite aller à autre chose. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la négritude reste un moment que je respecte profondément, avec des œuvres qui m'ont formé, mais ce n'est plus, par exemple, avec les mots ou les combats ou les manières de faire de la négritude que je m'attaquerai aux grandes questions aujourd'hui qui sont immédiatement contemporaines, mais même si elles ne sont pas toujours déconnectées de ces combats de l'époque-là, mais il faut pouvoir renouveler autre chose, et c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre finalement à ces géants-là. Dans votre livre, vous citez le nom de Senghor plusieurs fois, il apparaît, et à même un moment, vous faites une sorte de citation à peine cryptée, vous dites, ce morceau de phrase qui est un vers de Senghor, comme les Lamentins vont boire à la source. Bon, c'est pas un hasard, hein, c'est une citation, on ne parle pas des Lamentins comme ça au détour d'une phrase, tout à fait par hasard. Senghor était quelqu'un qui, par rapport à Wollogen, je reviens au début du livre, a eu des mots assez durs vis-à-vis. Il n'était pas du tout un adepte de cette littérature, c'était une littérature peut-être trop novatrice pour lui. Oui, bon, Senghor, mais ce qui dit aussi toute la complexité du personnage, Senghor n'est pas du tout un personnage lisse, polissé, un exemple comme ça Non, c'était aussi quelqu'un qui avait des aspérités très, très fortes, et qui a eu, dans l'affaire Wologam, des mots très durs contre Wologam. Wologam a eu le malheur de n'être soutenu par à peu près personne à l'époque. Donc, il est crucifié par la critique littéraire française, par la critique littéraire américaine, mais il est aussi lâché par, en tout cas pas défendu par l'intelligentsia africaine, dont les grandes figures de l'époque, c'était Senghor, encore en 68, c'était Ampateba, voilà. Et tous ces gens-là ne l'ont pas vraiment défendu parce qu'ils n'aimaient pas son livre. Ils n'aimaient pas le devoir de violence, ils n'aimaient pas ce que le devoir de violence disait et la manière dont il le disait. Donc oui, d'une certaine manière, ce livre était encore très novateur, mais il n'a pas plu à Senghor, qui l'a dit. Il jugeait que le roman était effroyable, que c'était une sorte de somme de cruauté et d'un discours qu'il n'aimait pas sur le continent africain, parce qu'il était à l'opposé de ce que lui et les tenants de la négritude tentaient de dire, à savoir qu'il y a un continent, le continent mère, l'Afrique, qui était quasiment une terre vierge de tout vice, idyllique comme ça, édénique. Et Wologam vient et arrive et dit non. En fait, non, c'est un continent comme tous les autres continents où il y a eu de la violence, où il y a eu du crime, où il y a eu de l'esclavage, où il y a eu tous les maux et tous les malheurs de l'humanité. Et de ce point de vue-là, l'Afrique n'est pas à part. Chose qui était difficile, en tout cas qui était assez... Et il le dit dans un style en plus, donc provocateur, extrêmement vif, très différent de la manière dont Senghor pouvait écrire ou Ampateba pouvait écrire. Et ça fait que oui, il y a déjà un conflit générationnel là qui se met en place. Et oui, Senghor a des mots très durs envers le devoir de violence, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette histoire littéraire-là, et l'intérêt de cet épisode-là, c'est qu'on voit des figures prendre position, et puisque c'est une sorte de comète comme ça qui arrive, un obus, immédiatement, tous les acteurs de la scène
se révèlent aussi dans ce qu'ils sont. Et c'est intéressant de voir Senghor avoir cette prise de position-là, lui qui tenait toujours à apparaître extrêmement calme, policé, tout d'un coup, il a une parole forte. Mais voilà. Le Senghor politique, vous avez quel regard sur la culture, bien sûr. Enfin, déjà, globalement, moi je suis extrêmement heureux qu'il ait pu jeter les bases d'une nation solide, stable, bien formée au départ, dans ses élites, je veux dire, et qui a vraiment tenu une administration et une organisation, une structure d'État qui a permis peut-être au Sénégal de traverser les premières décennies après l'indépendance sans les remous que les autres pays ont pu connaître, sans les guerres civiles, donc sans les guerres tribales, sans sans instabilité politique avec des gens qui sont coup d'État, etc. Ça, je pense que clairement, il n'est pas le seul, bien sûr, il n'est pas le seul, mais puisqu'il était la figure la plus importante, je pense qu'il a beaucoup œuvré pour cela. Ensuite, sur la culture, c'est qu'il a jeté les bases d'un État fort, mais il a jeté aussi les bases de cet État fort en s'appuyant sur la culture. Là où d'autres pays ont choisi l'économie, par exemple, lui a choisi la culture, et ça paie, ça lui donne raison. Il a eu raison d'avoir fait ce choix-là. Après, il a aussi réfléchi au socialisme, théoriquement et pratiquement. Il y a un volume de ses essais qui s'appelle « Les voies africaines du socialisme », où il revient vraiment, il tente avec d'autres du continent africain, quelqu'un comme Julius Nyerere par exemple, de la Tanzanie, ils essaient à ce moment-là de réfléchir à ce que serait un véritable socialisme. Donc voilà, il a une véritable production politique, intellectuelle, théorique et pratique. Après, aujourd'hui, son héritage politique est beaucoup plus controversé, beaucoup plus contrasté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que que le Sénégal, un pays comme le Sénégal, pourrait être beaucoup plus indépendant aujourd'hui, beaucoup plus souverain, et que Senghor n'a pas osé accomplir une rupture totale avec la France notamment. On lui reproche beaucoup, ça c'est une ancienne aussi, sa francophilie trop forte. On lui reproche de n'avoir pas su à un moment donné prendre en charge entièrement le destin des populations et de n'avoir pas correspondu à l'idéal négro-africain qu'il se faisait, qui impliquait qu'il rompit comme ça avec la France. Ça c'est une critique qu'on peut entendre aujourd'hui. En tout cas, c'est une question qu'on peut poser. Voilà, il y a c'est un personnage contrasté, complexe, et qui est intéressant en cela. Moi, j'ai beaucoup d'admiration évidemment pour le poète, pour l'homme de lettres, mais j'ai aussi une certaine admiration et beaucoup de tendresse pour l'homme politique, parce que je me dis aussi qu'il a fait les choix avec son époque et avec son parcours. Voilà. Et quand on regarde son parcours, beaucoup de choses s'expliquent. C'est que là, une psychanalyse ou une psychologie est presque nécessaire pour l'homme qu'il a été dans son parcours. Les seules armes de l'idéologie ne suffisent pas. C'est un homme qui a toujours cheminé entre deux, voilà, toujours, quels que soient ces deux versants-là, il a toujours tenté de concilier. C'était un homme de conciliation, toujours, et il y croyait profondément, et ça c'est touchant. Voilà. Alors on va revenir à vous pour quelques dernières questions. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu votre rapport avec ce que vous appelez les langues de derrière, vos autres langues. Vous citez dans votre livre, il y a un mot, il y a une phrase, il n'y a pas de glossaire, il n'y a pas d'explication en bas de page, mais il y a des mots en sérère, en peul, en wolof. Quel rôle et quelle place ces langues jouent dans votre processus d'écriture? Ces langues coécrivent le texte. Édouard Glissant disait qu'il écrivait en coprésence de toutes les langues, celles qu'il parlait, mais aussi celles qu'il ne parlait pas, parce que tout acte de création puise dans un imaginaire très personnel, mais puise aussi dans l'imaginaire de toutes les langues du monde. Et pour moi, il est toujours important, quand j'écris, d'entendre aussi
les autres langues que je connais, que je parle, que je possède, apparaître dans le texte parce qu'elles servent aussi à écrire. C'est qu'un écrivain, je pense, n'écrit jamais avec sa seule langue d'écriture, en tout cas au sens linguistique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'écris jamais avec le seul français. Il y a une langue de derrière, ou il y a des langues de derrière qui viennent se mêler au français et qui constituent ma langue profonde, la plus personnelle, qui est une langue d'écrivain, qui n'est pas une langue que vous trouverez dans le dictionnaire des langues, mais qui est une langue qui est ma langue, qui est un mélange de français, bien sûr, qui est ma langue d'écriture, mais qui aussi, qui mêle le Wolof, qui mêle le Serer, qui mêle le Peul, et qui mêle même le Lingala, ou le latin, ou le grec, ou des choses, en tout cas, que j'ai pu pratiquer à certains moments, et qui reviennent comme cela, parce que dans les images, dans le rythme, dans certaines expressions, ce sont ces langues-là qui les portent, et je veux que ça apparaisse dans le texte français, sans qu'il y ait de contradiction, sans qu'il y ait de rupture, mais parce que c'est ma langue qui s'écrit comme ça, et qui est un mélange de toutes ces langues. C'est ça la langue de derrière. Tout à l'heure, vous avez employé le mot militant à propos de certains de vos livres. Aujourd'hui, l'avant-dernier, De purs hommes, suscite une polémique au Sénégal. Il vous est reproché, vous avez évoqué le sujet de l'homosexualité, vous avez dénoncé évidemment l'exclusion, le rejet dont l'homosexualité et les homosexuels sont les victimes. Aujourd'hui, on vous reproche, on vous dit même que vous avez fait l'apologie de l'homosexualité, ce qui n'est pas le cas du tout du livre, mais simplement une dénonciation de sa contradiction, ce qui n'est pas la même chose. Comment vous ressentez ces critiques et comment vous les vivez? Disons que j'ai une lecture double de cette question-là. La première est une lecture, bien sûr, qui n'est pas... qui est un peu triste, pas parce que je serais pris en grippe par des gens au Sénégal, mais parce que j'ai toujours l'impression que ça se fonde sur un malentendu. C'est un peu plus fort que la grippe, quand même. Oui, bon, il y a eu des... Mais disons que j'ai toujours l'impression que ça se fonde sur un malentendu qui est celui d'un texte qui n'est pas lu. Auquel on prête des intentions a priori, auquel on prête un pouvoir qu'il n'a pas et qu'il ne cherche pas à avoir. Moi, quand on dit par exemple, oui, apologie de l'homosexualité, je ne vois pas où est-ce que c'est présent dans le texte. Je n'ai jamais écrit pour défendre quelqu'un, ou pour défendre quelque chose, ou pour militer pour quelque chose. J'écris parce que des questions, pour ce texte-là en particulier, des questions sont présentes dans la société et qu'elles créent des tensions et qu'il y a à leur sujet une réflexion à mener et qu'il ne faut pas fuir. Ce n'est pas mon livre qui va... Mais au moins, j'avais envie de poser cette question-là, qui est au-delà de la question de l'homosexualité, celle de la différence et des minorités qui vivent dans la société sénégalaise et qui sont de plus en plus exclues, ou que la société sénégalaise comme société a de plus en plus de mal à intégrer dans son fonctionnement, ce qui était le cas tout de même par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi a-t-on de plus en plus de mal à intégrer ces minorités-là, qu'elles soient sexuelles ou même de genre? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que une société qui avait tout de même une tradition de tolérance, qui avait des codes pour intégrer la différence, se retrouve à être si crispée sur ces questions-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la question que je pose dans ce texte-là. Donc nullement d'apologie, etc. Mais j'ai été triste que ce ne soit pas lu et que finalement on soit allé sur des débats très binaires où tu es pour l'homosexualité, tu es contre nous, tu es un traître ou tu es un Senghor. Parce que bon, au Sénégal, quand on vous dit tu es un Senghor, aujourd'hui ce n'est plus tout à fait, ce n'est pas toujours un éloge.
ça veut aussi dire tu es le francophile, tu es l'aliéné. Autant de choses que Senghor a traversées avec l'élégance et le flegme qui le caractérise. Mais voilà, tout ça, j'ai été triste de voir ça. Et dans un second temps, et ça c'est la deuxième lecture que j'en ai faite, lorsque une société, pendant quelques semaines, débat comme ça autour d'un texte, même s'il ne l'a pas lu, lorsqu'il tourne autour d'un écrivain, même s'il ne le connaît pas vraiment en tout cas, et que les passions s'embrasent comme ça veut simplement dire que même si ça passe par le rejet, cette société est en train de me dire en fait, tu es de chez nous, tu es notre écrivain, en tout cas tu appartiens à notre culture. Et je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une déclaration d'amour, parce que c'est pas du tout ça, mais disons qu'il y a quelque chose qui me rappelle en tout cas que je suis écrivain sénégalais. Et ça c'est important aussi, et qu'en écrivant, même si je n'écris pas de façon, j'ai pas de préférence nationale dans l'écriture, même si c'est tout à fait à l'encontre de ce que je crois que la littérature doit être, je sais aussi que je suis sénégalais, et que dans cette façon-là, qui n'est pas toujours agréable, mon peuple me le dit aussi, et que ce n'est pas qu'en écrivant je dois le prendre en compte, mais en tout cas je ne dois jamais oublier aussi que je suis sénégalais. Et c'est une façon finalement qui me rappelle que oui, que même si un écrivain voyage, même si il est toujours de quelque part aussi, et ce quelque part là se chargera toujours de le lui rappeler d'une façon ou d'une autre. Et pour finir, je suis aussi au fond heureux qu'il y ait eu ce débat-là, parce qu'il s'est vraiment s'agit d'un débat. Il ne s'est pas agi comme dans certaines circonstances d'un lynchage pur et dur, parce qu'à côté évidemment des anathèmes, des injures, des accusations, etc., il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de gens qui ont défendu en disant allez lire d'abord, posons le débat autrement, c'est l'occasion d'en parler, ne fuyons pas, ne faisons pas comme si c'était évident, où est passée la tolérance, etc. Donc il y a eu un débat avec des voix parfois fortes qui se sont exprimées publiquement, chose qu'on ne voyait pas les années précédentes lorsqu'il y avait une sorte de mini-drame comme ça, social, autour de questions sur l'homosexualité ou sur la religion, etc. C'est peut-être ça le pourquoi de l'écriture. Je me souviens vous avoir déjà interrogé, et vous aviez fait appel sur le pourquoi de l'écriture, vous aviez fait appel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à deux citations, l'une de Borges, et vous disiez, vous citiez Borges, il écrit, dit-il, pour moi, pour quelques années, pour adoucir la fuite du temps. Et puis vous avez cité aussi Beckett, qui répondait à la question, Bonkassa. Et vous, alors aujourd'hui, Bonkassa? Oui, Bonkassa, c'est presque certain. Pour moi, quelques années pour adoucir la fuite du temps, c'est presque certain aussi. Et vous ajoutez votre réponse maintenant? Bon, c'est quand même un peu étrange de devoir ajouter sa réponse après ces deux-là. Oui, c'est étrange, mais intéressant. Depuis quelques semaines, parce que bon, on m'a posé la question à une ou deux reprises, j'ai toujours une petite pirouette pour m'en sortir. Et celle de ce soir, alors? Non, mais j'y crois profondément. Je crois que il faut toujours, en tout cas moi j'écris aussi parce que je cherche à mieux poser des questions. C'est ça, les questions sont là dans mon esprit, elles sont un peu floues, mais c'est toujours pour mieux poser une question que j'écris. Donc pas pour des réponses, pas pour apporter une certitude, mais au contraire pour toujours questionner, et questionner mieux, et questionner encore plus. Donc j'écris pour la question. Très bien, merci. Alors deux citations, et puis j'aimerais que vous nous expliquiez peut-être un petit peu, pour terminer, je vous cite, c'est un personnage qui parle, « J'ai atteint le stade terminal de l'immigration, je ne crois plus simplement à la possibilité du retour. Le retour qu'un rêve est un roman parfait, un mauvais roman donc. »
Vous en êtes à quel stade de l'immigration? Vous êtes en état d'immigration, ce qui n'est pas sûr. Oui, bah, je suis un immigré, ça c'est certain. Je crois que non, je n'ai pas encore atteint tout de même ce stade-là. Je crois que j'en suis à un moment un peu intermédiaire où je me demande s'il faut justement continuer à être un immigré ou retourner chez moi, mais en sachant tout à fait ce que cela peut avoir comme illusion de dire qu'on retourne chez soi. En tout cas, ce que ça peut exposer à beaucoup d'illusions ou de désillusions ou de déceptions. Voilà. Je crois que j'en suis à ce stade-là de l'immigration, où je me demande s'il faut la continuer, la poursuivre, la rompre. Une dernière question, et c'est une question qui m'ennuie un peu, parce que j'ai trouvé cette phrase dans votre livre: on ne devrait jamais approcher de trop près les artistes qu'on aime. Ça m'ennuie, ça. C'est très gentil. mais disons que ça dépend toujours. Ça, c'est typiquement une phrase d'écrivain, c'est n'importe quoi. Typiquement une phrase d'écrivain. Merci beaucoup, Mohamed Bougarsar, d'avoir... Merci. Je serai ni interrompre des applaudissements, ça va bientôt être une standing ovation, mais je voudrais dire deux merci à Mohamed Bougar, d'une part de s'être livré à ce jeu qui est jamais évident, de questions-réponses, et d'avoir vraiment joué le jeu de la question et de la réponse, et aussi d'être venu ce soir, c'est-à-dire d'avoir tenu sa parole, une parole qu'il avait donnée déjà au mois de septembre ou d'octobre. C'est pas évident avec toute la tourmente suivant le prix Goncourt. Il a tenu la parole, il est là. Et je voudrais aussi vous dire à tous qu'il y aura, je l'espère en tous les cas, d'autres rencontres à l'espace Sangor, peut-être dans cette salle s'il y a autant de monde, avec d'autres écrivains. Méfiez-vous, il y aura peut-être un autre prix Goncourt qui se cachera dans ces écrivains. Donc venez tout aussi nombreux, même s'ils ne l'ont pas eu encore à ce moment-là. Les livres de Mohamed et quelques autres sont sur la table de librairie. Et alors, évidemment, vous allez pouvoir les acheter. Vous allez pouvoir peut-être avoir une dédicace. Mais je vous souhaite surtout, pour ces livres, une bonne lecture et une bonne fin de soirée.